Alors, il y a une erreur de date sur la couverture. Nous sommes bien le 31 janvier, le dernier jour de janvier. Donc, je vais interrompre mes élucubrations sur l'intégration et l'assimilation des provinces. On y reviendra, d'ailleurs, tout à fait à la fin. Il y aura un recoupement avec ce sujet. Et je vais aborder aujourd'hui la question très importante, évidemment, de l'attribution de la nationalité, l'accession à la nationalité, comment ça s'est forgé en France, puisque évidemment c'est un vecteur absolument fondamental pour l'intégration des immigrés. Et il y a plusieurs façons de présenter le sujet. Je vais le présenter un peu à ma manière, qui ne sera peut-être pas toujours strictement juridique, mais enfin j'essaie quand même de me coller à l'approche juridique, tout en lui donnant évidemment une profondeur historique. Alors, il y a plusieurs modes d'attribution et d'acquisition de la nationalité française. Et la première, c'est un peu le fond de notre droit de la citoyenneté, est française de naissance, dès la naissance, de plein droit, comme on dit parfois, d'office, enfin bref, est française de naissance, toute personne née d'un parent français. Et ça peut être le père ou la mère, indifféremment, et c'est ce qu'on appelle le droit du sang. Voilà le début, le premier article de notre droit de la nationalité. Et puis, on peut être aussi française de naissance si l'on est né en France, d'un parent lui-même né en France. Et il suffit que ce soit un seul parent, le père ou la mère, et là, c'est ce qu'on appelle le double droit du sol. Vous êtes né en France, un de vos parents est né en France, tout ça se découvre immédiatement sur l'acte de naissance, qui comporte le lieu de naissance de vos parents et votre propre lieu de naissance, et n'importe quel officier d'état civil, maire, policier, etc., le constate immédiatement en regardant l'acte de naissance, l'acte complet de naissance. Donc vous voyez déjà deux principes très différents, droit du sang d'une part, double droit du sol pour définir la nationalité à la naissance. Je rajoute, mais enfin je n'en parlerai pas beaucoup, qu'on peut également être français de naissance si on est né en France de parents inconnus ou né de parents apatrides qui ne pouvaient pas vous transmettre leur nationalité. Là, c'est une sorte de droit du sol par défaut en absence d'un droit du sang qu'on pourrait établir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque vous vivez en France, que vous n'êtes pas français dès la naissance? Eh bien, vous pouvez devenir français à votre majorité si vous êtes enfant de deux étrangers, mais c'est ce qu'on appelle le droit du sol simple différé, et il y a trois conditions à remplir, et c'est ce qu'on oublie souvent. Pour devenir français à sa majorité, on dit parfois automatiquement, mais ce n'est pas si automatique que ça, c'est conditionné en réalité, c'est conditionnel. Il faut être né en France, il faut y vivre encore à sa majorité, et il faut y avoir résidé, il faut avoir résidé sur les territoires 5 ans au moins, depuis l'âge de 11 ans. Alors, ceci se modalise un petit peu, puisque l'enfant peut lui-même, dès l'âge de 16 ans, anticiper ce processus par une déclaration. Alors, ceci va entrer dans la statistique des déclarations, alors qu'il n'y a pas de statistique pour les enfants qui deviennent français à 18 ans. Ça, c'est un petit problème que nous avons. Et ça peut même être anticipé dès l'âge de 13 ans si les parents déclarent l'enfant, et là, il faut que l'enfant y consente. Ce sont des dispositions qui avaient été prises par la loi Guigou, d'Élisabeth Guigou, ministre de la Justice. Bon, maintenant, il y a le mariage. On peut devenir français par déclaration si l'on est un étranger conjoint de français. Alors, j'utilise le mot conjoint pour désigner hommes et femmes. Je garde la coutume juridique. On dit maintenant conjoint, conjointe. Quand j'étais jeune, conjointe était un terme ironique pour désigner l'épouse. C'était ironique, ça ne s'employait pas. Aujourd'hui, c'est... Mais j'utilise conjoint de la même façon qu'on utilise enfant. On ne dit pas un enfant ou une enfante
selon le sexe, mais on a fini par dire conjoint ou conjointe selon le sexe. Ça, c'est une coutume qui s'est installée récemment, mais dans les textes juridiques, le conjoint survivant, c'est un homme ou une femme. Les conjoints français, c'est des hommes ou des femmes. Et je vais donc utiliser l'épicène, comme on dit, le masculin, qui a valeur ici qui englobe ici le féminin et le masculin. Vous m'en excuserez si vous êtes adepte d'une écriture plus inclusive, comme on dit. Donc, on peut devenir français par déclaration si l'on est un étranger conjoint de français. Il y a des conditions, c'est 4 ans de vie commune et 5 ans si on ne résidait pas en France jusque-là. Et puis, il y a des conditions de langue, il faut connaître la langue. Je ne vais pas entrer dans les détails à ce stade-là. Et ça aussi, ça entre dans la statistique des déclarations. Et enfin, vous pouvez, si vous êtes un étranger qui réside en France, depuis 5 ans, vous pouvez demander votre naturalisation. Mais à ce moment-là, il faut démontrer que vos intérêts sont centrés sur la France et il faut apporter des preuves d'assimilation, la langue essentiellement, l'adhésion aux valeurs de la République. Nous regarderons tout cela en détail. Voilà donc les 4 modalités d'accès que j'ai essayé de présenter sur une seule planche, ce qui n'est pas facile. Et on va commenter un petit peu ça. Alors, c'est les zones que j'encadre en vert, c'est-à-dire le droit du sol, le droit du sang pour les personnes nées d'un parent français, le double droit du sol, et également la possibilité pour un enfant de 2 étrangers de bénéficier du droit du sol simple. Tout ceci, c'est ce qu'on utilise souvent pour désigner ces mécanismes, le fait qu'on devient français d'office, de plein droit, automatiquement. Je suis très gêné par l'usage d'automatique, n'est-ce pas ? L'idée que, par exemple, on puisse devenir automatiquement français à 18 ans quand on est un enfant étranger né vivant en France et né de parents étrangers, automatique est souvent interprété dans le débat public comme passif, l'équivalent de passif, et tout le monde sait que passif, c'est moins bien qu'actif. Il y a déjà des connotations morales qui s'attachent au choix de ces mots. En réalité, dans les comparaisons internationales que l'on fait sur le droit de la nationalité, on n'utilise pas l'expression on ne parle pas d'automaticité, on ne parle pas de droit du sol automatique, on parle de droit du sol conditionnel. Il y a 3 conditions à remplir quand même. Il faut être né en France, il faut y avoir vécu au moins 5 ans, il faut y être toujours présent au moment où s'opère le changement. Ça fait quand même, ça exige finalement une durée, une socialisation, bien sûr, et qui n'est pas simplement passive. Vivre au moins 5 ans dans un pays, être toujours présent, etc., ce n'est pas purement passif. Parce qu'à ce moment-là, vous pouvez aussi considérer qu'est passif le fait d'être né d'un parent français. Je suis français parce que je suis né d'un parent français, je me suis donné la peine de naître. Eh bien, à ce moment-là, je suis évidemment automatiquement, et de façon tout à fait passive, français. Eh bien, non, dans le cas des enfants étrangers nés sur le sol français de parents étrangers, il y a tout de même quelque chose d'important, c'est d'y être né, d'y avoir passé au moins 5 ans. Et si vous anticipez la demande, à l'âge de 13 ans, c'est 5 ans, alors que vous n'avez que 13 ans, donc c'est depuis l'âge de 8 ans, enfin vous voyez, c'est quand même une vraie socialisation dans le pays où vous êtes né. On qualifie également donc on parle des déclarations, j'ai fait allusion, le fait de devenir français par mariage, c'est une déclaration. Il y a eu des discussions dans l'histoire pour savoir est-ce qu'il ne faudrait pas imposer au conjoint étranger d'un Français une naturalisation, une vraie procédure, une demande de naturalisation. Et finalement, le législateur, après avoir hésité à plusieurs reprises, a considéré qu'il était quand même beaucoup plus simple d'accorder la nationalité française aux conjoints étrangers de citoyens français par une déclaration. Et ces déclarations, ça concerne aussi les parents ou les enfants qui anticipent la mise en œuvre du droit du sol simple différé. Donc là, vous avez des statistiques sur ces déclarations.
Et puis, la demande de naturalisation, ben, c'est ce qu'on appelle les demandes. Et quand vous essayez de comprendre les statistiques publiées par le ministère de la Justice, il s'agit des demandes. Hein. Vous êtes résident étranger en France et vous demandez à la naturalisation qui est considérée comme une sorte de faveur ou de privilège. C'est tout une discussion là-dessus. Alors, j'utilise assez régulièrement cet outil lexicographique pour essayer de savoir mais quand sont apparues toutes ces expressions. Vous voyez que, par exemple, l'expression « né en France » ou la qualité de français, qu'on peut repérer, n'est-ce pas, dans cet outil lexicographique extraordinaire qui s'appelle Ngram Viewer, hein, NGRAM Viewer, qui se consulte instantanément, eh bien, vous voyez que, et qui concerne tous les textes qui ont été scannés par Google, les millions de textes scannés par Google depuis 1730, là j'ai commencé en 1760, vous voyez que l'intérêt pour le fait d'être né en France, pour l'attribution de la qualité de français, eh bien, il y a quelques pics importants. On voit 1803, 1803 c'est le Code civil, j'en reparlerai. On voit la fin des années 1880, et là vous avez la grande loi de 1889 sur le droit du sol. On en parle beaucoup aussi après la guerre de 14, au moment de la réintégration des provinces perdues, au moment des... voilà. Et puis ensuite, ça disparaît et ça revient un petit peu récemment. Donc vous voyez là quelques moments importants. De même, la préoccupation par la nationalité française, c'est récent. L'expression nationalité française n'existait pas avant 1830. Hein, c'est très récent, c'est finalement cette idée qu'on va s'intéresser à la nationalité, on va la définir. Pendant la Révolution, par exemple, le mot nationalité n'était pas utilisé pour désigner le statut d'une personne. Donc là aussi, ces choses sont plus récentes qu'on ne croit. Et vous voyez que c'est là aussi après la guerre de 14, et puis tout récemment, dans la grande pointe des années 80-90, qu'on se passionne pour la nationalité française, sa définition, ce qu'elle implique, etc. Et l'expression nationalité d'origine, elle est encore plus récente, une poussée dans les années 1880, voilà, une certaine importance dans les années 20. Voilà comment ça se présente. Et puis l'idée de la naturalisation est également une idée qui n'existait pas sous l'Ancien Régime ou très peu. Le mot même, en tout cas, le mot n'existait pas. Et là encore, c'est dans les années 1880 et après la Première Guerre mondiale qu'on se passionne pour le sujet. Et aujourd'hui encore, c'est revenu en force. La preuve, je vous en parle aujourd'hui, et donc je m'inscris dans ce mouvement d'intérêt pour la naturalisation. Il faut savoir, et Patrick Weil, dont je citerai l'ouvrage assez souvent dans ce cours, le rappelle, que les expressions latines qu'affectionnent les juristes aujourd'hui, ius soli pour le droit du sol et ius sanguinis pour le droit du sang, ce sont des expressions récentes. Elles n'existaient pas sous l'Ancien Régime. Les Romains ne les utilisaient pas. C'est du latin de cuisine, c'est du latin juridique assez récent. Et là encore, la première grande apparition, eh bien, c'est les années 1880, la fin des années 80, au moment des grandes lois sur la naturalisation, sur les principes de la naturalisation. Et puis, on en discute beaucoup pendant la guerre de 14, j'y reviendrai. Voilà, il y a eu un creux dans les années 70, et à partir des années 1980, on se passionne pour ius solis et ius sanguinis, et alors que droit du sol et droit du sang, les expressions françaises, sont encore plus récentes. On ne s'intéressait pas à ces questions-là, donc les juristes se sont d'abord préoccupés d'utiliser leurs propres formules, donc c'était des questions un peu techniques, parce que qui parlait de ius soli, ius sanguinis? Les juristes, les spécialistes de la doctrine, les commentateurs, les députés, le bureau du sceau et des affaires civiles au ministère de la Justice. Enfin, c'était quand même une affaire assez technique que les gens ne connaissaient pas, et c'est récemment, très récemment, hein, dans la grande passion pour les questions migratoires, d'origine, d'identité, etc., que apparaissent
les expressions droit du sol et droit du sens. J'aime bien cet outil parce qu'il relativise quand même. On a l'impression que les catégories qu'on utilise aujourd'hui existent en quelque sorte de toute éternité, qu'elles s'imposent d'elles-mêmes. Non, elles ne s'imposent pas d'elles-mêmes, elles se sont imposées à la suite de vicissitudes historiques et sociales assez complexes, et il n'y a pas de transmission comme ça continue à travers les âges de choses qui constitueraient l'identité de la République française, par exemple. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Voilà. Et puis, double droit du sol ou double ius soli, et encore quelque chose qui a émergé récemment, toujours dans les années 80, même si ça retombe un peu. Il y a évidemment toutes les années 90 où différentes commissions se sont réunies sur la question de la nationalité. Donc revenons à notre tableau et puis on va regarder un peu l'histoire de la genèse de ces différents modes d'attribution, d'acquisition de la nationalité. Le droit du sang, depuis quand l'avons-nous? Eh bien, c'est 1803, c'est le Code civil. Qu'est-ce qu'il y avait sous l'Ancien Régime? Là, je n'ai pas le temps d'en parler, ça me prendrait trop de temps, mais enfin, il y avait essentiellement un droit du sol sous l'Ancien Régime. Chaque royaume voulait attirer à lui le plus de population possible, empêchait souvent les gens de sortir. Sous Louis XIV, il y a eu l'interdiction d'aller émigrer à l'étranger. Il y a un fameux décret de Louis XIV sur l'interdiction d'émigrer à l'étranger et l'interdiction de s'y marier. Il y avait un contrôle des sorties qui était très fort, et c'était le droit du sol qui prévalait. Sous Napoléon, il y a un changement, une vraie rupture, et d'ailleurs, contre l'avis de Napoléon lui-même, nous en parlerons. Le double droit du sol, donc vous êtes né en France, d'un parent lui-même né en France, vous êtes donc français dès la naissance, ça c'est 1851. Mais 1851, on avait encore la possibilité de renoncer, on avait une option possible, on pouvait renoncer à cette possibilité à sa majorité, et en 1889, la renonciation va disparaître, et en 1889 naît le droit du sol simple différé. Vous êtes né en France de parents étrangers, vous devenez français à votre majorité. Voilà les trois grandes étapes historiques de la constitution de notre droit de la nationalité. Alors, il y a des références fondamentales sur cette affaire. Le premier auteur à s'y être intéressé sérieusement à l'époque où personne ne le faisait, c'est Jean-Charles Bonnet, un universitaire lyonnais qui a fait une thèse sur la politique migratoire dès les années 70. Il est cité par Noiriel dans Le Creuset français, il est cité par Patrick Weil, sa prééminence est reconnue. Noiriel aborde déjà tous les débats parlementaires et retrace assez précisément toute la genèse du droit de la nationalité. Mais il y a une rupture importante, d'ailleurs à l'initiative de Noiriel, c'est la publication du livre de Rogers Brubaker, qui date de 92, qui a été traduit à l'initiative donc de Noiriel en 97, Citoyenneté et nationalité en France et en Allemagne. C'est le premier livre qui jette un doute sur la fameuse opposition un peu rituelle entre Allemagne, conception ethnique de la nationalité, France, conception républicaine, droit du sang versus droit du sol. Brubaker remet déjà ça en cause, et Patrick Weil le fera avec plus de force encore. Un livre très important et vraiment étonnant, très érudit, mais là je n'en parlerai pas, c'est Peter Salins, qui a étudié ce que signifiait la nationalité, être français, être étranger sous l'Ancien Régime. C'est le grand livre de référence sur la nationalité pendant l'Ancien Régime. Alors, le livre de Patrick Weil, publié en 2002, est un livre fondamental, un livre de référence. Qu'est-ce qu'un Français? Histoire de la nationalité française depuis la Révolution. Et évidemment, je l'ai lu attentivement et je vais m'y référer assez longuement. C'est un livre de référence. Et évidemment, il y a encore de jeunes historiens, après, que je ne cite pas sur ce panneau, qui sont revenus compléter ou parfois corriger certains aspects.
Je rappelle que Janine Ponty, la grande historienne de l'immigration polonaise, avait publié en 2003 un recueil extrêmement intéressant, je pense que notamment pour les enseignants, c'est un outil formidable, L'immigration dans les textes. Il y a tous les textes juridiques, mais aussi des séries de témoignages, de grands textes historiques ou journalistiques même, ou même des extraits d'œuvres littéraires, mais il se trouve que tous les grands textes juridiques sur notamment la citoyenneté, mais aussi l'admission au séjour, etc., figurent dans ce recueil très commode. Et puis, il y a un livre que j'admire beaucoup, Claire Zalck, Dénaturaliser les retraits de nationalité sous Vichy, toutes les personnes qui ont bénéficié de la grande loi de naturalisation de 1927, qui ont été ensuite ciblées par le régime de Vichy, qui a supprimé quelques dizaines de milliers, qui est revenu sur quelques dizaines de milliers de naturalisations pendant la guerre, et Claire Zalck a étudié cet épisode dramatique dans un très beau livre que je vous recommande. Je vous recommande plein de lectures, mais après vous faites votre choix, évidemment. Il faut avoir le temps de les lire. Mais... Alors, commençons par la bataille du Code civil. Et là, la bataille du Code civil, c'est vraiment l'épisode de toute cette histoire sur lequel Patrick Weil a apporté vraiment l'éclairage le plus précis. C'est Patrick Weil, c'est un livre extraordinairement érudit, et en même temps toujours très structuré, très clair. Il explique que finalement, auparavant, dans les essais des constitutions révolutionnaires, c'était dans la Constitution qu'on définissait la nationalité. Cette fois, avec le Code civil, la nationalité ne figure plus dans la Constitution et elle entre dans le Code civil. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est l'État qui finalement affirme son pouvoir sur l'attribution de la qualité de français. Et ça n'est plus quelque chose qui... Donc ça va dépendre d'une politique, d'une certaine manière. Et c'est ce que Patrick Weil dit bien, il insiste là-dessus. La nationalité, c'est une question juridique, évidemment, mais c'est aussi, et bien sûr, une question politique. Et là, on voit dans cet épisode le Code civil qui s'approprie en quelque sorte la définition de la nationalité et non plus la Constitution. Ça, c'est significatif. Et 1803, c'est une rupture assez étonnante qui aurait pu ne pas arriver en réalité, parce que ce qui est très intéressant dans le livre de Patrick Weil, c'est qu'à chaque fois, il montre sans cesse des débats, des positions très, très diverses, et ça tient un peu de choses parfois à la solution qui est finalement adoptée. C'est ce que j'aime beaucoup dans le livre que Piketty vient de publier, c'est l'idée que quand on regarde l'histoire, à chaque épisode, eh bien, les bifurcations étaient possibles. Il y avait plusieurs théories qui s'opposaient, et lorsque l'une l'a emporté, ce n'était pas toujours en vertu d'une nécessité, c'est parce qu'il y avait un rapport de force souvent, et ça s'est joué un peu. Eh bien, c'est un peu de justesse que le ius soli, le droit du sol, a remplacé le ius sanguinis contre l'avis de Napoléon. Donc je rappelle que ces expressions, ni droit du sol, ni droit du sang, ni ius solis, ni ius sanguinis, n'étaient utilisées à l'époque, mais c'est bien de ça qu'il s'agissait. Alors il y a Napoléon, dans un premier temps, l'emporte. Napoléon, qu'est-ce qu'il est à cette époque? Il est premier consul, enfin, plus que premier. Hein. Et c'est lui qui va lancer la commission du Code civil, dont il a confié la direction à Tronchet, François-Denis Tronchet, une rue Tronchet, là, en face derrière la Madeleine, c'est lui. Et Tronchet était il avait presque 80 ans, ou 74 ans, quelque chose comme ça à cette époque. C'était le plus âgé de toute la commission. C'était un vieil avocat de l'Ancien Régime qui avait beaucoup travaillé notamment à défendre le droit des Français qui vivaient à l'étranger à retrouver leur nationalité française quand ils revenaient en France. Et donc, lui était très attaché au droit du sang. Il considérait qu'un étranger qui avait vécu en France, qui avait même des enfants qui avaient vécu à l'étranger, un Français qui avait vécu à l'étranger, qui avait lui-même eu des enfants à l'étranger, eh bien, restait français par le sang. C'était ça l'idée de Tronchet. Bon, mais donc Napoléon, lui, a une vision totalement différente. Il ne défend pas des personnes, les droits des personnes. Napoléon, ce qu'il vise, c'est l'intérêt de l'État.
Et l'intérêt de l'État, c'est d'avoir le plus de monde possible, notamment pour élargir la conscription. Donc, il pense à ça essentiellement. Il a une vision d'Ancien Régime, puisque c'était en fait la vision générale sous l'Ancien Régime, renforcer la population du royaume, en l'occurrence ici la population de la France sous le consulat. Il y a dans les instances assez complexes qui étaient en place au moment du consulat, il y a une instance qui s'appelle le tribunat, il y avait aussi un conseil des anciens, mais le tribunat s'oppose à l'idée d'un droit du sol. Parce que ce qu'avait proposé Napoléon, c'était un droit du sol simple, immédiat. Le droit du sol à l'américaine, actuellement. Actuellement, vous arrivez aux États-Unis, vous accouchez aux États-Unis le premier jour, ça y est, votre enfant est américain. Et vous pouvez ensuite repartir. Bon, et là, tout de suite, et ça c'est quelque chose à quoi le législateur français sera toujours attentif, il ne suffit pas de mettre au monde un enfant en France comme ça, de passage, pour qu'il soit français. Il faut qu'il y ait du temps qui s'écoule. Il faut un temps de socialisation, d'éducation, etc. Donc la naissance de passage, la naissance occasionnelle, la naissance de hasard, ça ne suffit pas. Et cet argument est opposé et avancé par le tribunat, un certain Simon, membre du tribunat, prend l'exemple du fils d'un Anglais qui est mis au monde au cours d'un voyage en France. Eh bien, ça ne suffit pas de devenir français, on ne peut pas devenir français par cela seul. Voilà. Et déjà, il y a l'idée que ce qui est important, c'est l'attachement de la personne à la France qui requiert du temps. Donc, rejet du droit du sol immédiat, et en même temps, il y a un argument qui est utilisé, qui est que le droit du sol immédiat, c'est un reste de féodalité. Les révolutionnaires ne peuvent pas accepter l'idée que le royaume annexe, en quelque sorte, toutes les personnes nées sur son sol. Les Britanniques font encore ça, et donc c'est perçu comme un reste de féodalité ou d'Ancien Régime. Et l'argument est invoqué par le tribunat. Donc le tribunat effectue ces corrections et aboutit à cette formulation: tout individu né en France d'un étranger pourra, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, réclamer la qualité de français. Donc il faut attendre la majorité, et c'est un droit du sol, c'est un droit du sol simple, mais différé. Vous avez déjà là une première version de ce qui sera en fait entériné seulement définitivement en 1889. Et il faut manifester une intention, non pas l'intention de devenir français, comme c'est parfois interprété à tort, c'est l'intention de fixer son domicile. Il faut manifester l'intention de vouloir fixer son domicile en France, et à ce moment-là, à votre majorité, vous pouvez réclamer la qualité de français. Réclamer, ça veut dire, en fait, est-ce que c'est une déclaration, est-ce que c'est une volonté? Pas toujours facile d'interpréter ces verbes. L'intention concerne en fait davantage le choix du domicile que la nationalité. Mais voilà, tout ceci va être rejeté parce que entre en scène Tronchet, dont je vous ai parlé, voilà, qui lui a défendu les Français de l'étranger, j'ai un peu anticipé tout à l'heure. Il est partisan du jus sanguinis. C'est un juriste absolument remarquable. Tronchet est un très grand personnage. De même qu'il y avait Portalis, Cambacérès, enfin tous ces gens-là étaient des juristes de très très grande qualité. Napoléon savait choisir ces bons juristes. Et c'est son avis qui va l'emporter. Et la nationalité, dit-il, eh bien, c'est comme le nom de famille, et la France est une grande famille. La nationalité, ça se transmet par filiation. Et c'est ça qui va s'inscrire dans le Code civil, eh bien, pendant longtemps. Alors, il existait à l'époque aussi, et c'est également une création du Code civil en 1803, il existait ce qu'on appelait l'admission à domicile. Les naturalisations existaient. Pendant la Révolution, il y avait des naturalisations d'honneur accordées à des citoyens étrangers qu'on estimait dignes de la République, en raison de leur combat pour les libertés. Il y a eu quelques naturalisations, des lettres de naturalisation, comme ça, un peu de faveur.
les naturalisations pendant tout le XIXe siècle vont être des choses relativement rares et difficiles. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous étiez naturalisé, eh bien, vous étiez soumis au service militaire, à la conscription. Et il faut rappeler que le service militaire, pendant le XIXe siècle, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, ça dure 5 ans. Ça dure même 7 ans à certaines époques. Mais tout le monde n'y était pas appelé. En fait, il n'y avait que quelques dizaines de milliers de personnes qui y étaient appelées. Et il y avait des moyens, par les tirages de numéros, il y avait des moyens de racheter des bons numéros, ce qui vous permettait d'échapper. Donc, enfin, quand vous êtes. Donc, les étrangers ont préféré accorder leur préférence à ce qu'on appelait l'admission à domicile, qui était en fait au départ une simple mesure de contrôle policier des résidents étrangers. C'était pas autre chose que ça, finalement. Et c'est un statut intermédiaire qui accorde à l'étranger des droits civils s'il réside en France, s'il démontre qu'il n'est pas à la charge de la commune, donc il fallait montrer qu'on avait un état ou une profession permettant de vivre de façon indépendante. Il fallait aussi démontrer par des témoignages qu'on était de bonne moralité, et moyennant quoi on était admis à... C'était une admission au séjour, mais avec un certain nombre de droits qui étaient associés. Patrick Weil donc explique tout ceci en détail. Il se livre à des investigations statistiques tout à fait novatrices, et il montre qu'en réalité, ça a été surtout utilisé en Alsace à cause des mariages mixtes nombreux qui se faisaient avec les populations rhénanes, allemandes, suisses essentiellement. Voilà, et c'était une façon pour les Alsaciens de préserver la liberté de circulation matrimoniale, de migration matrimoniale dont j'ai parlé la semaine dernière et qui était une vieille tradition que l'Alsace avait préservée même contre la loi générale du royaume. Ça faisait partie des privilèges, notamment que la ville de Strasbourg avait réussi à conserver. Donc on constate encore, pendant tout le XIXe siècle, que l'admission à domicile est surutilisée en Alsace. En 1848, il y a un bref épisode, la Révolution de 48. Il n'y a que quelques mois, de mars jusqu'aux journées de juin. Que se passe-t-il? Eh bien, on décide que la naturalisation sera possible pour les étrangers qui vivent en France depuis 5 ans. C'est une mesure qui ne va durer que quelques mois. Elle va avoir tout de suite un grand succès, puisque 2000 personnes en quelques mois vont obtenir leur naturalisation en 1848. Et avec deux populations très différentes, des réfugiés des révolutions de 1848 un peu partout en Europe, évidemment, et puis des ouvriers. Et ce qu'on cite, c'était les étrangers de l'époque, les Savoyards étaient des étrangers, les Belges et les Allemands vont faire partie de ces 2000 naturalisés. Mais le retour des régimes conservateurs, ultra-conservateurs, après les journées de juin 1948, vont rapporter cette mesure, elle va être supprimée, et à partir de 1851 jusqu'en 1889, eh bien, les étrangers n'ont aucun intérêt à demander la naturalisation, puisque ça les expose à la conscription militaire. Et ils préfèrent de loin se réfugier dans l'admission à domicile. Patrick Weil a dressé des statistiques que j'ai converties en graphiques, et voici alors on verra comment la loi de 1889 donc a fait chuter les admissions à domicile. Vous voyez que pendant toute la période, en gros de 1870 à 1889, la courbe rouge, les admissions à domicile sont nettement plus nombreuses, 3 à 4 fois plus nombreuses que les naturalisations, qui progressent vraiment très très lentement. Jusqu'en 1885, il y avait très peu de naturalisations en France. Les étrangers n'y avaient pas intérêt. Et puis, c'est avec la loi de 1889, j'en reparlerai, que les naturalisations vont progresser. Pourquoi en 1851, c'est l'épisode suivant, pourquoi en 1851 va-t-on instituer le double droit du sol? Eh bien, c'est qu'il y avait une controverse très ancienne, et là, la thèse d'Annie Crépin sur la conscription a révélé que cette
revendication des régions frontalières était beaucoup plus ancienne qu'on ne pensait. Brubaker citait des textes des années 1880 ou des années 1850, mais en fait, déjà en 1818, donc très tôt, il y a une plainte à ce sujet. En quoi consiste le problème? Donc, les enfants nés en France de parents étrangers avant le Code civil étaient français, mais depuis le Code civil, ils restent étrangers, puisque c'est le droit du sang qui prévaut depuis le Code civil. Et donc, ils ne sont pas soumis au service militaire, les enfants d'étrangers. Et, or, bizarrement, et ceci est dénoncé systématiquement par plusieurs, notamment par le Conseil général du Nord, bizarrement, lorsqu'on voulait faire le décompte des personnes qui étaient susceptibles d'être tirées au sort pour la conscription, la population étrangère était incluse dans le recensement. Or, il y avait des villes dans lesquelles il y avait la moitié de la population qui était étrangère, ou un tiers, notamment les villes textiles du Nord. Et à ce moment-là, eh bien, quand le sort tombait sur un étranger, un enfant d'étranger disait ben non, je ne vais pas faire de service militaire, je suis un enfant étranger, de parents étrangers, je ne suis pas soumis au service militaire. Donc ils en étaient exemptés, c'est comme ça que c'était vécu en tout cas à l'époque, et du coup la probabilité pour les Français qui vivaient dans ces zones, il y avait beaucoup d'étrangers, d'être appelés au service militaire se renforçait, puisque le dénominateur était mal calculé, était de facto rétréci. Alors ceci est dénoncé très tôt par les autorités, mais les juristes résistent, parce que le Code civil, c'était intangible, parce que le droit du sang, c'est un grand principe, etc. Donc c'était gravé dans le marbre, et on a longtemps résisté à ces plaintes qui semblaient très circonstancielles, enfin, ne pas correspondre à de grands principes de droit. On s'aperçoit, et Patrick Weil cite des protestations qui sont vraiment répandues dans toutes les zones frontalières, que ce soit dans le Nord, dans le Var, dans les Pyrénées, en Alsace, enfin, on s'en prend aux enfants de Belges, d'Italiens, d'Espagnols, d'Allemands, un peu partout, pour cette raison. Et donc, finalement, la pression est telle qu'en 1851, donc loi très importante dans l'histoire de notre droit de la nationalité, on institue donc le double droit du sol et français, l'individu né en France d'un parent étranger lui-même né en France. D'un parent lui-même né en France. Alors ça s'applique aussi aux Français nés en France d'un parent français né en France. Et c'est même aujourd'hui, pour à peu près les 3/4 de la population, le moyen le plus simple de prouver votre nationalité française, c'est de démontrer que vous êtes né en France et qu'un de vos parents est né en France. C'est le moyen le plus simple, mais ça a d'abord visé, effectivement, les enfants d'étrangers. En 1851, toutefois, l'enfant peut encore répudier la nationalité française, il peut encore y renoncer à sa majorité. Pourquoi a-t-on permis encore que cette option soit possible? Eh bien parce qu'on redoutait les décisions prises en représailles par les pays étrangers. Parce que si vous annexez les enfants d'étrangers, à ce moment-là, les pays étrangers risquent de faire la même chose pour les vôtres. Et on redoutait beaucoup cet effet de réciprocité de la part des pays étrangers. Donc on était assez prudent, et notamment le ministère des Affaires étrangères avait toujours été opposé à cette mesure parce qu'il redoutait les représailles de parents étrangers. D'où l'idée de maintenir quand même la possibilité d'une option. Il se trouve que l'immense majorité des enfants d'étrangers ont utilisé cette option, toujours pour la même raison, toujours pour échapper au service militaire. Et donc 1851 a affirmé un principe, la loi de 1851, mais sans que vraiment il puisse être appliqué. Ça, c'est un cas, toujours le problème des dérogations. Voilà. Alors, il a fallu que différents argumentaires s'additionnent, se multiplient en faveur du droit du sol pendant toute la période qui va nous séparer de 1851 à 1889.
D'abord, il y a un argument très important, c'est que pendant toute cette période-là, l'immigration va vraiment croître de façon extrêmement visible, notamment dans les zones frontalières. Vous voyez que dans la commune d'Halluin, les 3/4 de la population étaient étrangère, Roubaix, la moitié, Lille, 1/4. On dit parfois que l'immigration, c'est un phénomène récent en France, etc. Mais pour les zones frontalières, que ce soit l'Alsace, le Var, les Pyrénées, etc., et il y avait déjà des proportions importantes, mais c'est surtout dans le nord, en raison de l'industrie textile, mais déjà aussi de l'industrie charbonnière, que la présence de l'immigration devenait très importante. Et donc, du coup, la dénonciation de l'injustice créée par l'exemption du service militaire pour les enfants d'étrangers ne devient que plus vive. Et surtout, on est sensible au fait que eh bien, ces jeunes étrangers qui sont pourtant nés à l'étranger, de parents étrangers, eh bien, eux vont tout de suite entrer dans les métiers sans devoir attendre que le service militaire soit accompli. Ils sont beaucoup plus attractifs pour nos jeunes filles, explique un électeur dans une lettre adressée à Maxime Lecomte, son député, qui va la lire au Parlement. Il dit, ben oui, la jeune fille, elle va être très intéressée par ce jeune Belge ou ce jeune Italien, etc. Alors, Lecomte, lui, c'est un député de l'Isère, je crois, mais il va... non, je crois qu'il est député du Nord, lui. Et donc, ben oui, on va évidemment épouser de façon... on va avoir une préférence pour quelqu'un qui va tout de suite avoir un métier et gagner le pain du ménage. Et donc, cet électeur conclut sa longue lettre où il détaille toutes les injustices créées par cette situation en disant « Les étrangers nous prennent nos places, nos emplois, nos fiancés ». Et à ce moment-là, rire dans l'Assemblée, mais enfin, ça a été très pris au sérieux. Un autre argument vient des colonies, et là, c'est le gouverneur de l'Algérie qui écrit au Parlement, lui aussi. Ça, c'est le grand problème d'Algérie, c'est qu'il n'y a pas assez de Français pour coloniser l'Algérie. Déjà, le général Bugeaud s'était aperçu qu'on n'arrivait pas à tenir le territoire faute de candidats pour vivre en Algérie. Et donc, il y a eu très tôt, dès les années 1840, une propagande incroyable dans toutes les îles de la Méditerranée, dans le pays valencien, les Baléares, Malte, la Sicile, etc., pour essayer d'attirer les gens qui avaient soif de terre, pour les attirer en Algérie. Ça a marché en partie, puisqu'en gros, la moitié des Pieds Noirs sont d'origine espagnole ou des îles méditerranéennes. Garcia est le patronyme le plus porté par les Pieds Noirs. Et on décide, ils étaient étrangers encore, et bien on se dit qu'il faudrait quand même favoriser la naturalisation de ces gens-là et les annexer en quelque sorte, annexer leurs enfants à la population française. Donc voilà un argument de plus, et comme ça on va pouvoir tenir le décret Crémieux qui va en 1870 accorder la nationalité française d'office à tous les juifs d'Algérie, va aussi être en partie inspiré par ce genre de considération. Il faut accroître la population française pour tenir le territoire de la colonie. Enfin, ce n'est pas le seul argument. Et donc, finalement, on aboutit à la loi du 26 juin 1989 qui va revenir sur le double droit du sol de 1851, qui va le confirmer, mais cette fois avec un changement important, c'est que l'option, la révocation, la renonciation possible, ne sera plus possible. Est français tout individu né en France d'un étranger qui est lui-même né, et cela, c'est désormais irrévocable. Et on institue aussi, la grande nouveauté, c'est le droit du sol simple, on devient français à sa majorité, l'enfant né en France de parents étrangers, à moins qu'il le refuse expressément. Donc il y a une possibilité d'option, mais uniquement pour le droit du sol simple. Et puis on supprime l'admission à domicile, et donc ça pousse les étrangers, évidemment, à opter pour la naturalisation. D'où l'effet que je vous ai déjà montré, le chassé-croisé des courbes. On voit très bien comment la naturalisation va finalement supplanter radicalement l'admission à domicile
du fait de la loi de 1889. Parmi tous les arguments qui sont cités, il y en a un qui va revenir aussi bien pour justifier le double droit du sol définitif que le droit du sol simple, c'est l'argument, au fond, de l'acculturation. Ce n'est pas un mot qu'on utilise à l'époque, évidemment. Voilà par exemple Antonin Dubost, député de l'Isère, qui va jouer un rôle important dans les débats de la loi de 1889. Et Patrick Weil donc, cite ce texte tout à fait intéressant. N'est-il pas évident que l'individu qui est né en France d'un étranger qui lui-même y est né est un Français au point de vue de l'esprit, des tendances, des habitudes, des mœurs, et qu'on a le droit de lui supposer un véritable attachement pour le pays où son père et lui-même sont nés, où il a été élevé, où il a ses intérêts, ses relations, ses amitiés. Est-ce qu'il continuerait depuis si longtemps à résider en France s'il ne ressentait pas tout cela à un haut degré? Donc, il y a aussi des formulations plus simples du genre né en France, élevé en France, ils n'ont point d'autre patrie. Donc, toutes ces formulations, évidemment, reflètent aussi la croyance ou la conviction profonde dans le pouvoir assimilateur de la France à l'époque. Et on se dit que, certes, ce pouvoir est réduit pour la première génération, mais il est évident que les enfants, ceux de la seconde génération, subiront sans problème le pouvoir assimilateur de la société française. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'une durée, le fait que à 2 générations de distance vous êtes né en France, ou le fait que vous avez vécu en France suffisamment longtemps depuis votre naissance, c'est évidemment le droit du sol, mais enfin ce n'est pas le sol qui agit, hein, de même que dans le droit du sang, ce n'est pas le sang qui agit, c'est le temps. C'est pour ça que je parle d'un droit du temps, en fait. À la source commune du droit du sang et du droit du sol, vous avez un droit du temps. Alors, ce n'est pas le temps non plus qui agit par lui-même, c'est le fait de passer du temps dans la société et d'y avoir toute une série d'interactions quotidiennes, etc. Je suis sensible au fait que dans ces argumentations-là, on n'insiste pas sur un rapport vertical immédiat avec l'État. Hein. On parle en réalité d'une socialisation horizontale qui passe par la vie quotidienne, l'établissement de liens avec, vous voyez, les relations, les amitiés, etc. Donc, et l'attachement est donc déduit de la durée, il est déduit de la répétition de la naissance sur le sol d'une génération à l'autre, il est aussi déduit du fait que si vos parents sont français, un de vos parents est français, il y a des chances que vous soyez aussi attaché à la France. Et tout ceci vaut. Donc notre droit de la nationalité depuis 1889 est composite, il joue sur plusieurs situations. Nous allons essayer de voir pourquoi et comment d'ailleurs se distribuent ces différentes solutions à travers le monde, dans différents pays du monde. Et Patrick Weil va nous orienter là-dessus parce qu'il a une thèse intéressante sur la corrélation qui existe entre ce type de législation et le développement du phénomène migratoire. Commençons déjà par la comparaison franco-allemande. Et Rogers Brubaker, dans son livre de 1992, déjà pose l'antithèse entre l'approche républicaine à la française et l'approche ethnique à l'allemande, mais il explique qu'il serait tout à fait caricatural de durcir cette antithèse, et il montre que, par exemple, au Reichstag, sous Bismarck, à la fin du XIXe siècle, il y a tout un débat sur le droit du sol ou droit du sang, que dans un premier temps, les députés allemands sont très intéressés par le droit du sol, mais qu'au dernier moment, ils y renoncent. Pourquoi ? Ils y renoncent parce qu'à cette époque-là, on est en plein dans le dernier partage de la Pologne. La Pologne est partagée entre la Prusse, l'Autriche et la Russie. Et si on appliquait le droit du sol, cela germaniserait, on aurait des quantités de Polonais qui deviendraient allemands, et ça, on le refuse. Donc, en fait, la colonisation, il n'y a pas d'autre terme, la colonisation
de la Pologne par l'Allemagne empêche d'appliquer le droit du sol parce qu'il y a cette continuité territoriale. Nous, la France, nous avons aussi des populations colonisées, mais elles ne sont pas dans la continuité territoriale. Et on ne veut pas appliquer notre droit du sol et droit du sang aux peuples indigènes des colonies. Là, je ne vais pas en parler aujourd'hui, j'en parlerai peut-être un autre jour. Patrick Weil consacre à cette question-là tout un chapitre de son livre. Nous avons d'une certaine manière la chance que les colonisés ne sont pas dans la continuité de notre sol. Et donc, notre législation, toute cette législation dont je viens de vous parler, elle s'interrompt avec la Méditerranée, en quelque sorte. Donc, les Allemands, eux, ne peuvent pas faire ça. Ils ont annexé des populations slaves, et s'ils appliquaient le droit du sol, eh bien, ça leur poserait un gros problème. Voilà, donc ça relativise beaucoup, de la même façon, Brubaker parlait déjà, mais pas aussi en détail que Patrick Weil, de la concurrence, de la compétition entre droit du sang et droit du sol en France. Ce sont, je me répète un peu pour ceux d'entre vous qui ont déjà suivi mes cours, ce sont les philosophes qui, rétrospectivement, tardivement, durcissent tout ça, absolutisent le problème, le portent à un degré d'incandescence métaphysique. Et puis il y a aussi l'effet rétrospectif du nazisme. Donc on pense qu'il y a le droit du sang, le droit du sol, une conception ethnique de la nation, une conception républicaine. Là, en réalité, l'histoire était beaucoup plus complexe. Et Patrick Weil consacre un chapitre à cette question qu'il appelle tout simplement « Ius soli versus ius sanguinis », la fausse opposition des droits français et allemands. Il insiste sur le fait que le droit de la nationalité est en fait indépendant de la conception de la nation. Les deux choses se développent en réalité de façon assez séparée, c'est tout à fait convaincant. Et il explique, alors il ne revient pas sur l'argument polonais de Brubaker, là je pioche un peu dans les différents auteurs et je rassemble tout ça. Patrick Weil n'en parle guère. Il parle par contre, il avance un argument que je trouve extrêmement intéressant, c'est que l'Allemagne, qui venait à peine d'être unifiée par la Prusse, par Bismarck, l'Allemagne, à cette époque-là, devient un pays de très intense émigration vers le Nouveau Monde. Mais de même que la Suède, de même que évidemment l'Irlande, l'Écosse, etc. Ce qui se passe notamment, c'est que dans les terres qui sont à l'est de l'Allemagne, donc les terres prussiennes, les terres proches de la Pologne, vous avez le système des Junkers, des grands propriétaires terriens qui utilisent une main-d'œuvre qui était quasiment dans un système de servage. Et ce sont ces populations qui migrent en masse vers le Nouveau Monde pour échapper à la dépendance insupportable vis-à-vis des Junkers. Et un des premiers écrits sociologique de Max Weber, qui n'était pas encore sociologue à l'époque, qui était économiste, est consacré justement à ce problème. Dans les années 1870-1880, Weber est chargé par une société savante d'étudier la fuite, l'exode des Allemands vers le Nouveau Monde et le fait que, aux horreurs, les territoires abandonnés par ces métayers ou ces fermiers, Instleut, c'est même pas des fermiers, c'est une espèce de serfs, enfin, eh bien, vont être repris par les Polonais. Et donc, il y a une espèce de colonisation larvée des territoires à l'est de l'Elbe, qui étaient des territoires prussiens. Il y a une colonisation larvée par la Pologne. Et ça inquiète beaucoup Max Weber. Et vous avez dans ces textes de Max Weber des phrases franchement racistes à l'égard des Slaves. Weber va ensuite considérablement changer de perspective et au contraire, plus tardivement, s'opposer à la définition ethnique des communautés. Donc, il y a une grande frayeur et donc l'Allemagne est devenue un grand pays d'émigration. Et à ce moment-là, le problème, c'est qu'il faudrait que les Allemands qui nous quittent restent allemands. C'est ça le ressort. Et ça aboutit au vote de la fameuse loi d'Elbruck, 1913, qui va susciter des réactions très violentes en France. Il y a toute une littérature française contre la loi d'Elbruck. La loi d'Elbruck dit que les émigrés allemands restent allemands.
Et ceci va contribuer, explique Patrick Weil, ceci va contribuer à donner de l'Allemagne l'image d'un pays en quelque sorte racial qui définit sa nation, sa nationalité sur une base ethnique ou raciale. Et puis c'est aussi l'époque où évidemment se développe toute une pseudo-science sur le sujet. La France, elle est plutôt juste soli, elle est plutôt partisane du droit du sol. Pourquoi? Parce qu'elle est un pays d'immigration et pas d'émigration. Et donc cette circonstance, qui n'est pas une simple circonstance, enfin, qui est un élément considérable de l'histoire, fait que oui, vous avez tendance, quand vous avez beaucoup d'immigrés chez vous, finalement, et qu'il y a une seconde génération qui se développe, il va falloir à un certain moment s'occuper d'intégrer cette seconde génération et de réviser le droit en conséquence. Inversement, si vous perdez de la population, et l'Allemagne perdait de la population à cause d'une émigration à l'étranger, vous avez envie de retenir un peu, au moins symboliquement, vos concitoyens en leur laissant la citoyenneté quand ils s'expatrient. Voilà, selon Patrick Weil, le véritable ressort de l'opposition entre les deux pays, et non pas une espèce d'opposition philosophique entre deux conceptions du lien à la nation. Voilà, je trouve que ce chapitre de Patrick Weil est particulièrement intéressant et convaincant, et on va essayer de voir d'ailleurs si on peut l'élargir à d'autres pays. En 2002, vous avez un épisode qui, d'une certaine manière, conforte tout ça, puisque l'Allemagne, pendant longtemps, les Allemands avaient dit « nous ne sommes pas un pays d'immigration ». Il y avait une déclaration fameuse du chancelier Kohl, très peu de temps avant la réunification, disant « l'Allemagne n'est pas un pays d'immigration ». Lors d'une campagne électorale, il avait lancé cette formule. Bon, déjà, ça avait paru un peu extravagant à l'époque, mais en fait, avec la chute du mur, avec l'arrivée des réfugiés des Balkans, etc., il était devenu évident que l'Allemagne était non seulement un grand pays d'immigration, mais le grand pays d'immigration de l'Europe. Et cette prise de conscience allemande tardive par rapport à la prise de conscience qui a pu avoir lieu en France a fait alors c'est pas en 2002, je me suis trompé, c'est en 2000. C'est en 2000 que l'Allemagne adopte le jus soli. Alors, elle ne l'adopte pas rétrospectivement, c'est-à-dire que, par exemple, les enfants nés de parents turcs, nés en Allemagne de parents turcs, vont devenir allemands, mais après 2000, s'ils sont nés après 2000. Mais tous ceux qui étaient nés avant 2000 restaient étrangers. Donc l'Allemagne avait sur son sol des centaines de milliers de personnes qui étaient nés en Allemagne, nés sur son sol, nés notamment d'immigrés yougoslaves, turcs, etc., qui n'étaient toujours pas allemands. Cette situation était devenue intenable, donc la loi de 2000 change ça, mais pas de façon rétrospective. Ce qui fait qu'aujourd'hui encore, la part des étrangers nés sur le sol du pays en question reste plus forte en Allemagne qu'en France à cause de la non-rétroactivité de la loi. Bon, on pourrait encore prolonger tout ce parcours historique. Je vais passer très rapidement sur la Grande Guerre, bien que ce soit un moment très important, parce que la Grande Guerre, les guerres, c'est un moment d'affolement, d'espionnite, de méfiance envers les étrangers. Et là, c'est pendant la guerre de 14 que l'on crée la carte d'identité. La carte d'identité, à l'origine, c'est une carte pour les étrangers. Elle n'est pas appliquée tout de suite aux Français, mais d'abord aux étrangers. Puis ensuite, cette carte d'identité, quand la carte d'identité sera généralisée à toute la population française, celle des étrangers sera appelée la carte de séjour. Il va y avoir un glissement dans le vocabulaire. Donc, pendant la Grande Guerre, on s'excite en France contre la loi d'Elbruck, accusé donc on explique que tous les Allemands, alors c'est notamment, il y avait encore toute une immigration allemande en France, on explique que ces Allemands-là sont toujours allemands, ils ne sont pas naturalisés français, c'est autant d'espions, c'est autant de cinquième colonne, etc. Mais je vais insister surtout sur la façon dont les questions démographiques ont influencé la législation sur la naturalisation. On l'a déjà évoqué il y a 2 séances de cela, mais je vais y revenir plus en détail. Là, il y a toute une série d'auteurs
qui en ont parlé de façon très précise. Bien sûr, Patrick Weil lui-même, mais aussi, je cite des auteurs, Laurent Gossy, Linda Guéry, Paul-André Rosenthal, tous ces gens ont fait faire des progrès très importants en fouillant les archives des ministères essentiellement, pour montrer à quel point, et aussi des associations, des lobbies, etc., pour montrer à quel point l'argument démographique va être décisif dans deux moments de l'histoire. Ça intervient déjà dans les années 1880, ça intervient surtout après la Première Guerre mondiale dans les années 20, et puis ça va encore ressurgir en 1945-46, après la Seconde Guerre mondiale, avant qu'on ne découvre l'ampleur du baby-boom. On a mis un certain temps à découvrir la réalité du baby-boom. Donc pendant ces épisodes-là, il y a l'idée que finalement, pour pallier la fécondité défaillante, pour le vieillissement de notre population, il va falloir naturaliser. Il va falloir naturaliser des immigrés. Et puis, certes, c'est un peu compliqué, ils ne sont pas encore assimilés culturellement. Je vous avais parlé de ce décalage qui existait entre l'assimilation de droit et l'assimilation de fait. Eh bien, on va assimiler de droit des gens dont on n'est pas sûr qu'ils soient assimilés de fait, mais au moins la seconde génération, la génération suivante, elle sera francisée. C'est un peu ça l'idée, à condition de faire en sorte que les naturalisations trient le bon grain de livret et ne s'appliquent pas à tout le monde et à toutes les origines. Nous allons revoir tout ça. Tout ceci est déjà préparé, par exemple, dès 1919, par un discours de Clémenceau, un discours très éloquent, que je ne vais pas citer ici, mais qui explique, c'est très bien de gagner la guerre, on peut remporter toutes les guerres qu'on veut, mais si on perd la guerre des berceaux, ce n'est pas une expression qu'il utilise, mais si on n'a pas assez d'enfants, la vraie guerre, c'est celle des familles. Il faut faire des enfants, et c'est à ce moment-là, or l'Allemagne, à l'époque, au lendemain de la Première Guerre mondiale, les démographes suivaient attentivement les taux de fécondité, les taux de reproduction des deux pays. L'Allemagne était encore beaucoup plus féconde que la France au lendemain de la Première Guerre mondiale. On s'est dit, à quoi ça sert de gagner la guerre s'ils continuent à faire plus d'enfants que nous? Voilà, c'était le genre de raisonnement qu'on tenait à l'époque. Donc déjà, c'est l'inverse, si vous voulez, du discours sur le grand remplacement d'aujourd'hui. Il faut des étrangers pour remplacer les enfants que nous n'avons pas réussi à mettre au monde. La loi de naturalisation de 1927, elle est totalement inspirée par ça. Alors en même temps que l'on ouvre les possibilités de naturalisation, il ne fallait plus que 3 ans de séjour en France au lieu de 5 ans, par exemple. En même temps, on va resserrer quand même les critères pour être sûr qu'on n'intègre pas et qu'on n'assimile pas n'importe qui. On peut regarder par exemple la longueur des formulaires de demande de naturalisation. C'est un exercice qui a été fait par Laurent Gossy. Alors là aussi, je transforme en graphique les données. En 1926, il n'y avait que 38 questions pour la demande de naturalisation qui étaient posées aux demandeurs. En 1930, il n'y en a encore que 48, mais ensuite, la loi de 1927 commence à s'appliquer, et là, on interroge les deux conjoints et on multiplie les questions. Donc, il n'y avait pas seulement un formulaire enregistré par la mairie adressé au préfet, il y avait une demande à adresser au ministère de la Justice, une enquête préfectorale est menée en parallèle, le maire donne un avis, dans les petites communes essentiellement, et pour les résidents des grandes communes, c'est le préfet qui va donner un avis. Donc voilà, là commence à partir de cette époque-là tout le travail bureaucratique, la complexité bureaucratique que nous connaissons aujourd'hui, elle démarre vraiment à cette époque-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que Abdelali Hadjad, qui était venu au séminaire il y a quelque temps, nous en avait parlé, la loi du 10 août 1927 reste silencieuse sur les critères de naturalisation. Eh bien, c'est fait exprès. C'est fait exprès parce qu'on veut laisser à l'administration, on veut laisser à l'État le soin de déterminer par décret ou par d'autres textes, même de moindre niveau juridique, le soin de définir les critères.
Et donc l'article 6 de la loi de 1927 se contente de dire que la naturalisation est accordée par décret rendu après enquête sur l'étranger. C'est tout. Et donc ça laisse une grande liberté à l'administration. La notion d'assimilation ne figure pas dans la loi, mais elle figure expressément dans les instructions du ministre de la Justice qui suit de quelques jours la publication de la loi, qui suivent de quelques jours. Et là, c'est un texte que je vous ai déjà lu, il y a une mention tout à fait explicite des nations assimilables, à savoir les Belges, les Italiens, les Espagnols. Les Polonais, eux, que l'on recrute à tour de bras à cette époque, ne sont pas cités parce qu'on les juge assez peu assimilables. Donc on vient les faire travailler dans nos mines, dans nos usines textiles, etc. Mais on n'a pas vraiment l'intention de les naturaliser, hein, c'est ça que ça veut dire. Donc une loi qui est libérale, parce qu'elle va effectivement accroître le nombre de naturalisations, elle a raccourci le délai nécessaire pour présenter sa demande, mais en même temps, c'est une contrepartie. Le formulaire va devenir très très exigeant. Et alors là, c'est pas très clair. Ce texte du formulaire, est-ce qu'il est réservé au personnel des guichets qui est chargé de faire passer l'entretien? Est-ce qu'il est, on trouve une instruction qui explique qu'il ne faut pas montrer la liste des critères aux candidats. Bon, ça doit être un secret de polichinelle parce que ce genre de choses ne doit pas rester secret très longtemps. Vous savez qu'il y a un texte de McLuhan qui dit que seuls les petits secrets peuvent être défendus, les gros secrets sont toujours dévoilés par définition. Bon, le mot assimilation, utilisé donc dans les décrets d'application, dans les commentaires justificatifs, etc., finalement sera repris dans l'ordonnance de 1945, qui, d'une certaine manière, cette ordonnance est une ordonnance rédigée un peu rapidement, il n'y a pas encore d'assemblée à l'époque, et c'est les services du général de Gaulle, mais avec un contrôle du Conseil d'État, avec une consultation des ministères qui vont rédiger l'ordonnance de 1945. Enfin, il y a plusieurs ordonnances, mais celle qui concerne la nationalité. Et l'esprit, ça va consister à dire, bon, on va entériner la pratique administrative. Et donc, on retrouve dans l'ordonnance de 1945, cette fois, le mot assimilation comme critère d'octroi de la nationalité. Voilà. Donc, les instructions officielles du 14 août, signées du ministre de la Justice, Louis Barthou, et du directeur des Affaires civiles et du Sceau, précisent, en ne précisant même pas l'objet sur lequel l'enquête doit porter, l'enquête à laquelle est soumise le demandeur de nationalité, eh bien, en ne précisant même pas l'objet sur lequel l'enquête doit porter, contrairement à la rédaction antérieure, le législateur a entendu laisser au gouvernement le soin de donner les instructions les plus larges pour lui permettre d'être utilement renseigné sur toutes les circonstances qui peuvent rendre la naturalisation ou non désirable. À ce point de vue, il n'est pas de naturalisation qui soit plus souhaitable que celle de l'individu qui, sans être né en France, a pu y être élevé et désire y accomplir son service militaire. Donc là, il y a des priorités qui sont définies. Mieux vaut de jeunes hommes que l'on puisse enrôler. C'est de cela qu'on a besoin en priorité. Les rubriques du formulaire de 1931 sont assez poussées. Vous voyez que, outre des données évidemment d'état civil, il y a 7 questions sur la résidence en France et à l'étranger, un peu sur le parcours, le temps qu'on y passe, etc. Il y a 16 questions concernant la conduite, la loyauté, le moralisme, 14 sur la situation militaire. Il y a une quinzaine de questions sur le degré d'assimilation, et ça c'est une nouveauté introduite en 1931. L'utilité sociale, c'est-à-dire vous faites, quelles sont vos compétences, vos qualifications, qu'est-ce que vous nous apportez en manière d'affaires, de bénéfices, etc. L'état de santé, il faut être robuste, enfin c'est assez sommaire comme questionnaire. La situation de fortune, est-ce qu'on va être à la charge de la commune, est-ce qu'on va être à la charge de l'État, est-ce qu'on est capable d'avoir des ressources indépendantes,
Et tout ceci donc figure dans la première étude qui avait été faite à ce sujet par Laurent Gaucy, G-A-U-C-I, sur un exemple sur l'exemple du Sud-Est. Je prends juste quelques exemples de ces rubriques. Dans la rubrique Utilité sociale, en 1931, dans quelles conditions le postulant est-il venu en France? À quel titre en a-t-il observé les clauses? S'il a exercé, soit en France, soit à l'étranger, des professions différentes, indiquez les motifs dus ou des changements de profession. C'est quand même très poussé. Quelle est sa valeur professionnelle? Les divers patrons qui l'ont occupé ont-ils été satisfaits de ses services? Il faut donc présenter des lettres, évidemment, de recommandation. Constitue-t-il, en raison de ses aptitudes professionnelles, un apport intéressant pour la collectivité? Préciser la nature de l'intérêt de cet apport. Donc, il y a des aspects très utilitaristes, mais il y a un utilitarisme de type économique, puis on verra plus loin qu'il y a un utilitarisme de type démographique. Puis ensuite, il y a la question culturelle des valeurs, etc. Mais là, pour l'instant, on est vraiment dans la rubrique utilité sociale qui est très claire. Y a-t-il pénurie de main-d'œuvre française dans la spécialité du conjoint? Exerce-t-il une profession déjà encombrée ou susceptible de le devenir? Alors ça deviendra les métiers en tension à une époque récente. A-t-il introduit en France une industrie ou des inventions utiles? A-t-il créé des établissements industriels, commerciaux, agricoles ou autres, etc., etc. Son commerce ou son industrie présente-t-il un intérêt au point de vue national ou social? Alors comment les gens du ministère de la Justice, car c'est eux qui font ça, peuvent-ils apprécier l'intérêt économique d'une affaire pour... Oui, ça c'est toujours l'éternel problème. Qui est compétent dans cette affaire? Il y a une rubrique conduite, moralité, loyalisme en 1931, toujours. Jouit-il de la considération publique? A-t-il fait l'objet de mesures de police, de condamnation, de contravention? Voilà, ça porte aussi sur la famille. On essaie de savoir pour quel motif il est venu en France. Est-ce que ce ne serait pas pour échapper à la justice, par exemple? C'était un peu les... Voilà, entretient-il encore des rapports avec le pays dont il possède la nationalité? Alors ça, c'est quelque chose qui existe toujours de nos jours. C'est le problème des attaches qui devraient être exclusives avec la France. Si vous montrez que vous avez encore des attaches avec le pays d'origine, c'est autant de retenue contre vous. Paraît-il avoir perdu tout espoir de retour dans son pays? Alors, dans les lettres de motivation, il y a beaucoup de gens qui disent, ou les maires, par exemple, pour justifier la candidature, quelqu'un qui dit non, il a perdu tout espoir de retourner en Italie, de retourner en Espagne, etc. etc. Voilà. Et puis, bien sûr, il y a des questions sur l'attitude politique. Donc, ça va varier en fonction, évidemment, des couleurs politiques des gouvernements, mais à une certaine époque, les Italiens sont rejetés en raison de leur communisme, par exemple. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on estime que communiste est contradictoire avec le loyalisme à l'égard de l'État français. Donc, vous voyez, tout ceci va très loin. Et puis, il y a une rubrique sur le degré d'assimilation. Peut-il être considéré comme complètement assimilé à la population française? Qu'est-ce que ça veut dire complètement? Dans le cas de la négative, indiquer le degré d'assimilation en précisant si l'intéressé paraît susceptible d'une assimilation rapide. Donc, vous voyez, apprécier le degré, la vitesse, etc. Est-ce que c'est... Bon, souvent, ces rubriques vont être remplies de façon très, très hâtive. A-t-il conservé ses coutumes nationales ou a-t-il adopté nos usages? Donc là, la définition des coutumes va changer et on va voir que d'ailleurs, tout récemment, parce qu'une grande partie de tout ça va rester, ça va être l'islam, en tout cas certaines formes de la pratique de l'islam. Puis il y a la sociabilité. Fréquente-t-il habituellement des Français ou des étrangers? Mais vous voyez que là, c'est une question parmi bien d'autres. Quel est son degré d'instruction? A-t-il reçu tout ou partie de son instruction dans des écoles françaises? A-t-il obtenu des diplômes universitaires? Lesquels? Ça joue un grand rôle. Les enfants sont-ils assimilés? Parlent-ils et comprennent-ils le français? Vivent-ils dans un milieu français? Fréquentent-ils ou ont-ils fréquenté les écoles françaises?
Et puis, la naturalisation du ou des postulants aura-t-elle pour effet de créer une famille vraiment française? Ces enfants majeurs qui sont étrangers désirent-ils être naturalisés? Ça, c'est très important. Si on s'aperçoit que les enfants ne veulent pas être naturalisés, c'est quasiment un motif, c'est rédhibitoire. Dans le cas de la négative, pour quel motif refuse-t-il de s'associer à la requête du postulant? Alors, ce que fait Gossy dans son étude locale dans le sud-est de la France, c'est de regarder finalement, quand on voit qui a été rejeté et qui a été accepté, au fond, quels sont les critères qui semblent avoir le mieux fonctionné. Eh bien, finalement, les couples mariés ont un avantage, toutes choses égales par ailleurs. S'ils ont de jeunes enfants susceptibles de faire leur service militaire en France, c'est autant de gagner. Il faut certes qu'ils aient des qualités professionnelles reconnues. Il vaut mieux qu'ils ne fassent pas de politique. Alors, si quelqu'un dit « moi, je ne fais pas de politique », on se met à l'abri. Voilà. Il faut être évidemment inconnu des services de la justice, parler et écrire correctement le français. Il vaut mieux ne pas vivre dans sa diaspora. Et ça, c'est quand même quelque chose de... Il y a l'idée qu'il faut s'émanciper de sa diaspora, qu'il faut la quitter, ne plus avoir d'attache au pays d'origine. Donc, vous voyez ce caractère très, très exclusif. Hein. Ça peut être lu comme un facteur d'émancipation, mais l'émancipation obligatoire est-elle encore une émancipation? Hein, c'est un peu le problème. Et puis, bien sûr, le souvenir de la guerre de 14 est très proche, elle n'a même pas 10 ans, et donc, qu'est-ce qu'il a fait pendant la guerre de 14? Là, ça va être un argument très fort. S'il a combattu, s'il a été volontaire pendant la guerre de 14, s'il a été décoré, etc., ça va vous donner beaucoup de points. La bonne santé, bien sûr, il y a déjà une attention à la santé mentale, de même qu'à la santé physique, et puis à la fin, il faut qu'il puisse payer les droits d'enregistrement, on appelait ça les droits de sceau, mais en réalité, beaucoup de mères disent, mais écoutez, il ne fait pas de politique, c'est quelqu'un de très sympathique, il a monté une affaire qui marche très bien, il faudrait l'exempter des droits de sceau, au moins de la moitié ou du tiers des droits de sceau. Enfin, donc il y a beaucoup de recommandations sur la dispense partielle des droits qui étaient élevés, qui étaient vraiment, c'était cher. Et je vous relis cette phrase que j'ai déjà eu l'occasion de vous lire, mais je trouve que c'est important parce que alors ça, c'est quelque chose dont Patrick Weil ne parle pas. Il y a, dans le livre de Patrick Weil, il y a un chapitre qui s'intitule « La crise ethnique de la nationalité française », qui insiste certes sur le fait que déjà ça s'engage, c'est visible à la fin des années 20, dans les années 30, mais enfin c'est surtout sous Vichy, évidemment, qui éclate de façon absolument visible la référence à des critères ethniques et raciaux pour refuser la naturalisation ou supprimer la naturalisation. Bien qu'en fait, Claire Zalck a montré dans son livre sur les dénaturalisations sous Vichy que c'est souvent par des petites annotations manuscrites à peine visibles que sont formulés les rejets, par exemple, des dossiers juifs. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'on va utiliser des critères tout à fait de type 1927 ou 1931, ces critères dont je vais vous parler là, pour rejeter des gens qui, en majorité, vont être juifs. Du genre, pas d'intérêt pour le pays, pas d'intérêt national, pas assez d'enfants, etc. Donc, il va y avoir... et les juristes qui vont travailler dans la commission de dénaturalisation sont les mêmes que ceux qui avaient mis au point les critères de 1931. Ça, c'est une des découvertes les plus fortes et les plus accablantes du travail de Claire Zalck, c'est que les juristes qui avaient mis au point la législation apparemment très ouverte de 1927 sont les mêmes que ceux qui vont finalement défaire tout ça avec les dénaturalisations sous Vichy. Et on se dit, mais comment est-ce possible? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de se déjuger radicalement? Et quand vous lisez les textes que je viens de vous lire, ou celui de Barthou, que vous lisez les recherches des jeunes chercheurs, des jeunes historiens sur la façon dont ont été mis en œuvre tous ces critères, quand vous regardez le questionnaire 1931, vous apercevez qu'en réalité, toutes ces questions extrêmement sévères ont été faites pour distinguer les assimilables des non-assimilables, que d'une certaine manière, Vichy a porté ça à l'extrême, mais qu'en fait, les magistrats avaient déjà en tête
ces hiérarchies et les appliquait déjà, mais sans jamais oser les formuler explicitement dans la loi, en la réservant à de l'infra-droit, c'est-à-dire au circulaire, au décret et aussi tout simplement à la pratique des guichets. Mais Louis Barthou, qui va être assassiné bientôt, en 1934, et Charles Donaguig, le directeur des affaires civiles du Sceau, l'écrivait en 1927. Le législateur s'est borné, en prenant acte de la situation démographique du pays et de l'importance du mouvement d'immigration, à accentuer la tendance des auteurs de la loi de 1889 et même des législateurs précédents depuis les rédacteurs du Code civil de 1803, en incorporant de droit et d'office dans la nation tous les éléments d'origine étrangère vraiment assimilables et susceptibles de s'y fondre rapidement à la deuxième génération, tant en raison de la naissance et de l'éducation sur le même sol de France, donc jusque-là, argumentation impeccable correspondant au texte de la loi, mais il y a un membre de phrase supplémentaire, que d'une consanguinité fréquente de races et des alliances avec des familles françaises. Et là, vous avez le mot race, qui est quand même utilisé par le ministre de la Justice pour justifier l'application de la loi de 1927. Et c'est un peu... en fait, c'est cette continuité entre les années 20, le régime de Vichy, et nous verrons aussi ce qui s'est passé dans les années 45 à la Libération, qui est important de garder en tête. Voilà. En 1952, par exemple, le ministère de la Santé publique et de la Population va donner une définition officielle de l'assimilation. Il n'y en a pas beaucoup, c'est de loin en loin qu'on en trouve. Et là, est dit assimilé l'étranger qui, par son langage, la langue est tout à fait essentielle, sa manière de vivre, son état d'esprit, son comportement à l'égard des institutions françaises, se distingue aussi peu que possible de ceux de nos nationaux au milieu desquels il vit. Voilà, donc présence au foyer d'enfants instruits dans nos écoles, fréquentation exclusive ou préférentielle des Français, participation à nos manifestations culturelles ou sportives, correction des relations avec l'ensemble de la population. Donc tout ceci est pris en compte et ce sont autant d'éléments justificatifs. Comment pondérer tout ça, comment tenir... là, c'est évidemment lié au pouvoir, non pas arbitraire, mais discrétionnaire des guichets, puis ensuite des préfets. Aujourd'hui encore, l'unique mention de l'assimilation dans la législation française, c'est l'ordonnance du 19 octobre 1945, repris dans l'article 69 du Code de la nationalité. Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française. Et le selon sa condition est évidemment important parce qu'on a quand même l'idée que la connaissance de la langue française ne peut pas être la même selon qu'on est avocat ou maçon et que ça n'a pas les mêmes effets. Voilà. Et il y a un article 46 qui, dans les cas pour les enfants nés en France de parents étrangers, qui explique que le gouvernement peut s'opposer à l'acquisition de la nationalité française, soit pour indignité ou pour défaut d'assimilation, soit pour grave incapacité physique ou mentale. Là, les handicapés peuvent très difficilement être naturalisés. C'est toujours vrai aujourd'hui. Voilà. Et le loyalisme est évidemment... Alors, je reviendrai plus tard sur les... il y a les difficultés d'application du critère linguistique sont quand même évidentes. Dans l'outre-mer, que fait-on avec le créole? Tout ça, ça pose beaucoup de problèmes. Est-ce qu'on peut dire que... voilà. Et alors, vous me direz, ça ne concerne pas les Antillais qui sont français depuis des générations, mais le problème s'est posé dans les demandes de naturalisation à Saint-Martin, parce qu'il y a un anglais saint-martinois qui est pratiqué par plus de 90% de la population. Et ils sont intégrés sans être nécessairement français. J'avais évoqué la question de l'Alsace, où tout le monde se rend compte que l'assimilation culturelle n'est pas faite et qu'on peut quand même parler d'intégration. Et il y a un rapport public du Conseil d'État en 2001 qui s'est intéressé à cette question-là et qui dit ceci: eh bien, dans de nombreux cas, les intéressés, bien qu'ils parlent peu ou mal le français, peuvent justifier d'une réelle intégration dans le milieu local où la langue française est elle-même peu pratiquée.
prenez les ouvriers en usine, ils se retrouvent un petit peu entre eux, on leur demandait de parler français pour prouver leur assimilation, c'est quand même pas évident, leurs enfants sont à l'école, certes, mais eux-mêmes. Eh bien, le Conseil d'État avait tout à fait conscience de ça. L'appréciation se révèle alors délicate au regard d'un texte qui appelle à combiner les critères d'assimilation linguistique et l'assimilation sociale. Dès lors que les intéressés sont, quant au reste, assimilés à nos us et coutumes et capables d'assumer sans difficulté, dans un milieu qui parle la même langue qu'eux plutôt que le français, les actes de la vie quotidienne, donc assumer les actes de la vie quotidienne, il conviendrait peut-être de réexaminer les règles législatives en vigueur. Alors là, le Conseil d'État qui se permet de dire qu'il faudrait peut-être adapter la loi en fonction de considérations de ce genre, c'est pas toujours très bien vu par le Parlement. Certains vont crier au gouvernement des juges, etc. Bon. Donc, enfin, le Conseil d'État aussi était chargé de statuer sur chaque fois qu'il y a des difficultés dans ce domaine. Et voilà. J'arrive déjà à la fin de mon temps, et donc, écoutez, je vais reporter la suite au cours suivant. Je vous parlerai des comparaisons internationales, et je vous parlerai aussi, dans le cours suivant, de l'autre grande discussion de politique démographique. J'ai trouvé un texte que personne ne cite, un texte dans les travaux d'une association de droit privé international, où René Cassin, le grand rédacteur de la Déclaration universelle des droits de l'homme, parle de la façon dont il faut pondérer l'argument démographique, l'argument économique et l'argument juridique des droits de l'homme pour définir les nouvelles lois de l'immigration 1945. Donc je vous en parlerai la semaine prochaine. Merci pour votre attention.